Crois comme une femme. 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 Bienvenue à toi sur Crois comme une femme, le podcast où on discute entre sœurs de foi de nos doutes, nos interrogations sur des concepts, des principes ou des injonctions qu'on a entendus ou qu'on nous a appris sur le statut de la femme musulmane. Toutes ces petites phrases qui font un pincement au cœur ou créent un malaise qu'on s'est dépêché d'étouffer. Ici, le malaise, on lui fait place. On y met des mots et on en discute ensemble pour le dissiper sainement, pour que chacune de nous soit une musulmane épanouie dans sa foi et parfaitement en paix avec ses valeurs. C'est dans cet esprit de sororité et de bienveillance qu'on a eu l'idée de lancer ce podcast. Moi, c'est Asma, je suis médecin, j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup tester plein de nouveaux plats. Je suis aussi mariée depuis bientôt 10 ans et maman. Moi, c'est Selma, mariée depuis bientôt 5 ans, maman également et passionnée par toutes les questions liées aux femmes et leur épanouissement aux différentes étapes de leur vie. On a vraiment hâte de plancher avec toi dans ce podcast sur toutes ces questions qui te trottent dans la tête et de revenir aux sources pour mieux y répondre. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Ici, on prétend pas être des experts du Coran, du Hadith ou d'autres sciences religieuses. On donne aucune fatwa, aucune leçon islamique. À travers ce podcast, on veut juste créer un espace de discussion entre femmes où on se parle d'égal à égal, de sœurs qui se veulent du bien, de nos questionnements, nos expériences qui résonnent ou non avec les vôtres, ce qu'on a pu trouver en cherchant des réponses et qui a apaisé nos cœurs et surtout nous a rapprochés du Créateur. On partage nos sources en description de chaque épisode et on vous invite à les prendre comme des pistes de réflexion que vous allez approfondir de votre côté. Alors, on a discuté dans le premier épisode de l'équilibre homme-femme dans le couple et du fait que l'idée répandue que la femme doit obéir à son mari n'a pas de solide fondement dans les sources religieuses en rappelant les responsabilités que Dieu a attribuées aux hommes et comment il décrit les épouses pieuses. Dans le deuxième épisode, on a discuté de la place que laisse l'islam aux femmes et comment au cours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont été encouragées à exprimer leurs divers talents et contribuer pleinement à la société, y compris dans la sphère commerciale et militaire. Dans ce troisième épisode, qui est particulièrement dense, je dirais, qui n'a pas été facile à mettre en place, mais qui j'espère que vous trouverez super intéressant parce qu'il aborde vraiment pas mal de problématiques de notre époque. Donc, on va se demander quels sont exactement les rôles de l'homme et de la femme dans le foyer. Particulièrement pour que la femme elle puisse participer pleinement à la société en suivant le modèle des sahabiyettes qu'on a évoqué dans l'épisode précédent, tout en étant une bonne mère de famille et une bonne épouse selon les valeurs islamiques. Là, dit comme ça paraît être un numéro d'équilibriste impossible et c'est source de beaucoup d'interrogations et d'injonctions contradictoires entre ceux qui disent c'est impossible, ceux qui disent bien sûr que oui, qui sacrifient une part ou l'autre. Donc nous, on cherche vraiment à comprendre est-ce qu'il y a un juste milieu à tout ça et si oui, comment y arriver. Et en fait, ce que ça va demander, c'est de prendre du recul sur nos vies d'aujourd'hui et d'être vraiment prêts, tous, hommes et femmes, à remettre en question certains aspects de la société et faire les ajustements nécessaires pour trouver un équilibre sain. Le problème ou les problèmes de notre société actuelle, c'est qu'on trouve 3 courants qui sont vraiment un peu exclusifs. Le premier, on pourrait le résumer en disant ceux qui poussent leurs filles, enfin les jeunes filles, les femmes, à faire des études à tout prix, à les finir entièrement, à trouver un travail, s'insérer dans le milieu professionnel et commencer à construire leur carrière avant de se marier, avant de penser à fonder une famille, pour assurer leur ascension sociale. Et ça peut être au détriment en fait d'opportunités de fonder une famille. Le deuxième, c'est ceux qui disent à leurs filles, aux femmes, d'oublier les études et le travail, parce que sinon elles se marieront jamais, que c'est incompatible et de se focaliser sur le fait de fonder une famille et d'avoir des enfants et que ça devrait être leur priorité. Et ça, on le voit en fait autour de nous de manière pratique, ça mène à beaucoup d'autres difficultés. Au-delà du fait que c'est pas forcément ce que la fille ou la jeune femme en question veut. Et du coup, il va y avoir un manque d'épanouissement en fait avec beaucoup de conséquences sur elle et également sur sa famille.
Enfin, le dernier, on pourrait le résumer en disant que c'est ceux qui veulent que leur fille combine en fait les deux premiers. Donc qu'elle soit sur tous les fronts, un peu Wonder Woman, donc à la fois éduquée et on fait les études les plus poussées possibles, réussissant dans le milieu professionnel avec une carrière prestigieuse, mais aussi une épouse et une mère exemplaire, mais tout ça sans forcément en fait leur fournir le soutien et l'aide concrète en fait, comme si c'était possible en fait, qu'il y avait qu'à faire. Donc voilà. Euh, et en fait, en constatant en fait ça, on s'est dit, en fait, comment est-ce qu'on peut déconstruire ça? Et est-ce que, comme tu disais, Selma, est-ce qu'il n'y a pas une quatrième voie? Avant de déconstruire tout ça ensemble et plonger dans nos trouvailles, on va d'abord écouter ce que ce sujet vous a inspiré. On va écouter une auditrice qui a voulu rester anonyme, aussi Sarah qui nous partage un peu ses réflexions sur le sujet, et enfin Nadia qui est sophrologue et qui a pu discuter de certaines de ses problématiques avec ses patientes. Et c'est un retour particulièrement intéressant. Alors, le sujet des obligations de la femme et de l'homme au sein du foyer, mais aussi leurs obligations financières, reste assez flou et c'est un sujet qui peut me mettre assez mal à l'aise au sein des différentes discussions que l'on peut avoir. Quelles sont vraiment les obligations de chacun au sein et en dehors du foyer, au niveau notamment religieux et non pas culturel, et comment est-ce qu'on peut allier ces différentes obligations religieuses avec cette société où la femme, elle a quand même de plus en plus de place dans le monde du travail. Par rapport à l'équilibre de la famille, il faut savoir d'abord tout simplement qu'une famille c'est un partage, c'est une équipe. Et comme dans chaque équipe, toute personne apporte et contribue, on va dire, à l'équilibre. L'homme et la femme ont des besoins et des attentes différentes. Et effectivement, chacun en fait va devoir, on va dire, a été déjà à la base choisi pour répondre aux besoins, aux attentes de l'autre. Et donc, pour moi, oui, il est essentiel en fait d'être sensible aux attentes de l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose au niveau, enfin c'est un peu un paradoxe. Je me souviens d'une histoire d'une fille de 20 ans qui demandait si elle devait, elle avait le choix entre aller se marier ou plutôt continuer ses études de médecine. Et c'est vrai que toutes les sœurs l'avaient bombardé de messages en disant mais non, ma sœur, c'est mieux pour toi de rester dans ton foyer, etc. Oui, mais c'est un paradoxe parce qu'en fait, vous êtes les premières à demander des femmes médecins, les premières à demander des gynécos, des pharmaciennes et des coiffeuses. Moi, je suis coiffeuse et du coup, c'est vrai que on tient une. En fait, on doit être formé pour servir au mieux la Oumma et et donc, du coup, si cette femme peut, pour moi, une femme peut étudier afin derrière soit de travailler à son domicile où elle est le mieux préservée, ou travailler au sein et servir les femmes, oui. Ça, c'est par rapport aussi par exemple, à un vécu qui est, moi j'ai eu une maman qui travaillait H24, qui n'a pas eu la chance d'avoir un monsieur qui travaillait. Et donc c'est vrai que pour moi ça a été une chance de pouvoir rester à la maison pendant que monsieur travaille, pendant que clairement monsieur se fatigue. Mais alors après je peux pas me comparer vraiment à une personne totalement une femme au foyer à qui c'est imposé. Moi, c'était un choix. J'ai 3 enfants. J'ai toujours fait de la coiffure à domicile, donc j'avais un revenu. Mais quand même, je faisais de mes enfants et de mon foyer ma priorité. Et c'est pour ça que finalement, l'argent passe au second plan dans ces cas-là. Parce que quand vous cultivez, quand vous cultivez seulement l'amour, la miséricorde dans le couple, dans le foyer,
vivre ah oui et ne rien, comment dire? Malgré qu'on a de l'attente, on connaît aussi la capacité de l'autre. On apprend à avoir les langages aussi de différents, peut-être parfois différents d'une autre. Et donc voilà, c'est vrai qu'après vous avez des couples, c'est vrai que c'est un peu mathématique. Vous avez, une personne qui donne tant, de son énergie, pour que ça tienne, alors qu'en face, elle a quelqu'un qui, en face, ne donnera rien. Et effectivement, là, on parle d'équilibre. Et là, cette personne, elle donne plus que ce qu'elle reçoit. Donc, c'est là où les gens ressentent du monde. Après, c'est vrai que moi, je suis coiffeuse, j'en ai entendu des discours. Les femmes, je suis tout le temps en contact avec elles. Et pour le coup, c'est vrai que les femmes les plus épanouies que j'ai pu coiffer, c'est bien celles qui sont à la maison. Par choix, hein, mais voilà, qui sont à la maison, dont le mari reconnaît sa contribution, donc du coup qui n'est pas financière et qui respecte, que chacun respecte en fait les rôles de l'autre et répond aux besoins de l'autre. Voilà. Alors, je trouve ça super intéressant, la manière dont vous formulez la question, dans la mesure où vous venez fusionner les termes du champ professionnel au champ personnel. Alors que moi, ce que j'observe dans ma pratique en tant que sophrologue, c'est que souvent, c'est plutôt une opposition du sacré et du séculier, à savoir si j'aime mes enfants, je reste à la maison, ou à contrario, pour moi, réussir ma vie, c'est être épanoui dans mon boulot. Comme si quelque part, le fait de devenir mère exigeait le sacrifice d'une part de soi. D'où l'émergence en fait de ces superwoman là qu'on voit arriver de plus en plus, ces femmes qui se doivent de réussir leur carrière professionnelle, tout en cultivant à côté leurs amitiés, tout en restant en forme. Elles font du sport, elles s'entretiennent, elles continuent de prendre soin de leur mari, de la famille du mari, et tout cela bien entendu sans renoncer pour autant à leur rôle de maman dévouée, de femme au foyer permanente. Et là, on va pas se mentir, on crée les ingrédients parfaits pour la surcharge à la fois physique et mentale que les mères ont bien évidemment beaucoup de mal à supporter. Alors que finalement, si je l'observe du point de vue de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant a besoin, lui, véritablement, pour son développement physique et psychique? C'est de grandir auprès d'une maman heureuse. C'est ça pour lui une bonne maman. Donc si pour moi, être une maman heureuse, c'est d'être disponible pour mes enfants au sein de mon foyer 7 jours sur 7, c'est OK. Et à contrario, si pour moi, être heureuse, c'est pouvoir interagir dans le milieu professionnel, c'est OK aussi en fait. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir entretenir des discussions à ce sujet-là avec son futur conjoint, son futur mari, afin de s'assurer que les désirs concordent à ce niveau-là. Si vous avez, si on a la même conception de la famille, du travail, et ce, afin de préparer au mieux, en tout cas, l'arrivée des enfants. Donc pour résumer, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en réalité. Il y a ce que je suis, ce que je désire, et ce avec quoi je suis le plus alignée en fonction de mes valeurs. Et ce faisant, on peut renoncer à une bonne partie de la culpabilité qui pèse sur beaucoup de femmes. Et on contribue ainsi à déconstruire toutes ces injonctions qui pèsent là encore sur l'image de ce que devrait être une bonne mère. Tout ça est super intéressant. Moi, je m'identifie un peu plus à l'auditrice qui nous partage son malaise par rapport à ces questions, dans le sens où j'avais vraiment pas de réponse au début. Avant de creuser ce sujet, j'étais plutôt en mode OK, c'est très difficile, ça a l'air impossible, je sais pas où est la balance. Donc là, je me reconnais pas mal et je trouve vraiment que tous les témoignages sont intéressants et surtout la perspective de la sœur sophrologue qui nous donne un peu un regard de ces conséquences que tu mentionnais tout à l'heure, Asma, sur le fait de se sacrifier complètement, d'être en burn-out et du coup d'avoir une souffrance qui nous est propre et qu'on ne peut pas trop partager aux autres. Alors,
pour commencer à répondre à ce questionnement, de savoir existe-t-il un équilibre? Comment l'atteindre? J'aimerais bien revenir sur un point particulier. Donc oui, on a déjà établi dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, que les femmes depuis l'époque des sahabiyyates prenaient pleinement part aux activités de la société. Donc elles exprimaient totalement leurs talents, elles étaient présentes à différentes sphères et cetera, jusqu'au champ de bataille. Mais en lisant différentes sources pour préparer cet épisode, je suis tombée sur, un argument qu'on entend fréquemment sur la femme et son foyer, que j'ai trouvé important de déconstruire pour vraiment solidifier pour de bon ce point dans l'esprit des plus sceptiques et introduire le sujet en parlant de la place de la femme en société et son rapport au travail. Vous avez peut-être, vous aussi déjà entendu d'hommes et de femmes que la femme est mieux chez elle. D'où vient cette idée? Ben, généralement, ceux qui l'avancent, y compris les imams, les représentants religieux, ils la dérivent du verset 33 de Surat al-Ahzab, les Coalisés. C'est la Sourate 33 aussi. Bismillahirrahmanirrahim. La ayah commence وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. La traduction la plus répandue du début de ce verset est « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam ». Donc c'est juste le début du verset. D'abord, il est important de souligner qu'en islam, on ne doit pas prendre un hadith ou un verset en dehors de son contexte. Donc, s'il est situé dans une série de versets sur un sujet précis, c'est dans le contexte de ce sujet précis qu'il faut le prendre. Donc, ce verset est au milieu d'une série de versets qui concernent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les versets 30 et 32 commencent spécifiquement par « aux femmes du prophète », qui les désignent comme des femmes particulières, ayant une place spéciale en islam, étant les mères des croyants, celles qui ont vocation à éduquer la Ummah, parce qu'elles ont vécu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont proches témoins de ses habitudes, son caractère, etc. D'où le fait que des règles spécifiques s'appliquent à elles ensuite, surtout par rapport au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elles ont le droit de se marier ou pas, leur vie de tous les jours, etc. Donc intéressons-nous à la traduction la plus commune qui a été faite de ce début de verset, à savoir « rester dans vos foyers ». L'interprétation de certains savants et imams a mené à soutenir que pour plaire à Dieu, les femmes ne doivent pas sortir de chez elles. Elles auraient été créées pour tout ce qui est lié au foyer et doivent s'y tenir et n'en sortir qu'en cas de réel besoin. Allant même jusqu'à dire que le véritable sens du hijab, selon les règles de l'islam, ce serait un hijab qui se réaliserait totalement par le fait de rester entre les murs de son foyer, totalement préservé. Abu Al al-Madoudi, qui est un théologien pakistanais ayant vécu jusqu'aux années 70, dont le tafsir est repris sur de nombreux sites internet français et anglo-saxons par rapport à cette ayah, considérait par exemple que sur la base de ce verset, parmi d'autres arguments un peu plus mineurs, il n'est pas du tout admissible que les femmes musulmanes cherchent à devenir membres du Parlement, qu'elles mènent des activités sociales en dehors de la maison ou qu'elles travaillent aux côtés des hommes dans les administrations. Donc c'est vraiment aller sur une interdiction de leur participation au travail tout court. Cette position, qui contredit pourtant ce qu'on a vu sur la sira et sur l'implication des sahabiyyates dans la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'épisode 2, comme par exemple le fait que Shifa administrait le marché de Médine et vérifiait la conformité des transactions faites par des commerçants hommes, elle pose un peu problème. Donc en creusant le sens de cette ayah, j'ai appris des choses super intéressantes. Il faut savoir qu'il y a 10 récitations différentes du Coran qui peuvent alterner certaines lettres et les harakat. Donc est-ce que ça va être et, a, ou, à savoir que sur ce verset particulièrement, la version que je vous ai citée est sous la lecture Hafs, mais c'est pas toujours récité comme ça. Donc par exemple, Oustada Rania Awad, qui est professeur agrégé de psychiatrie à l'université de Stanford, mais aussi professeur de sciences islamiques, qui a étudié en Syrie, a plusieurs ijazat, donc des certifications en sciences islamiques, notamment en Coran, en droit islamique, dans d'autres branches encore, et qui a donné des cours de fiqh, notamment de fiqh des femmes. Elle discute de cette question en expliquant que les récitateurs de Koufa et Basra récitaient le premier mot avec une kasra. Donc c'est pas waqarna fi buyutikunna, mais waqirna fi buyutikunna.
Vous trouverez le lien de sa conférence dans les sources, elle explique tout ça. Ce qui change le sens du verset, en fait, qui se traduit alors par rester digne et sereine dans vos foyers. Et plus du tout rester dans vos foyers, tout court. Donc certains savants considéraient carrément que même au-delà du fait que ce verset s'inscrit dans un contexte qui s'adresse uniquement aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non à toutes les femmes, il n'aurait pas la portée qu'on lui a donnée, c'est-à-dire de les enfermer dans leur foyer. Et cette traduction est même reconnue par Abul Ala al-Madoudi que je citais, qui explique que le mot qarna est dérivé de qarar, selon certains lexicographes, et de waqar, selon d'autres. Dans le premier sens, il signifie s'installer, rester fermement, et dans le second sens, ça veut dire vivre paisiblement, s'asseoir avec dignité. Donc dans les deux cas, lui, il conclut, le verset veut faire comprendre que la véritable sphère d'activité de la femme est son foyer. C'est pourtant pas ce que dit le deuxième sens. Il n'implique pas la même chose que le premier, d'où le fait que sa conclusion, elle soit contestée et qu'elle contredit un petit peu ce que disent les autres savants, et notamment Ustad Arania. Pourquoi, en fait, on se demande souvent pourquoi cette volonté vraiment forte d'enfermer les femmes, de les restreindre à un endroit où on les voit pas et on les entend pas. De mes lectures, j'ai vraiment l'impression que ça découle du fort impact de la culture patriarcale, y compris sur les savants. Par exemple, on entend souvent dans nos cultures et dans d'autres, un peu sur un ton de blague, moi j'ai pas trouvé ça très drôle, qu'une femme quitte son foyer 2 fois dans sa vie, une fois de chez son père à la maison de son mari, puis de la maison de son mari à la tombe. J'ai entendu une version un peu plus soft, je sais pas si tu as entendu ça Asma toi aussi, où on avait un 3e arrêt, donc c'était du père au mari, ensuite à l'hôpital, puisqu'on va subir quelque chose dans la vie forcément, et ensuite de l'hôpital à la tombe. Donc quel programme, vraiment, j'ai hâte. Tout ça, c'est basé sur rien en fait, mais ça démontre la culture patriarcale, les blagues qu'on entend, et c'est un peu mixé entre culture et religion. Et du coup, ça crée une confusion totale qui laisse croire que ce genre de positions sont valides. Alors qu'elles ne sont pas tirées ni des textes religieux, ni de la sira, ni de la vie des musulmanes pratiquantes de l'époque. Et ce que les hommes qui défendent ces idées occultent souvent, c'est qu'une femme qui est forcée par tous ces dictats et cette pression religieuse erronée, biaisée, faut le dire, de rester chez elle et se priver d'un épanouissement intellectuel et social, alors qu'elle le veut, donc c'est vraiment si elle le veut, ça risque fort de la déprimer en fait. Elle va devenir aigrie, sa vie, ça sera juste tâche ménagère sur corvée, sur s'occuper de ci ou ça dans le foyer, les enfants, et en fait, elle aura rien qui l'anime profondément, quelque chose qu'elle connecte à elle, au cadeau que Dieu lui a donné à elle en tant qu'être humain, parce qu'on a tous des petits talents qu'on a découverts ou pas encore, et du coup, ce sera ni une bonne épouse, ni une bonne mère en fait. Et elle risque carrément de pas avoir une bonne relation avec son créateur. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour les femmes? Après, il y a des femmes qui s'épanouissent totalement à être exclusivement dans leur rôle d'épouse et de mère, et qui trouvent du sens à leur vie dans ça, au quotidien. Et c'est totalement OK, mais il faut être conscient qu'il y a une diversité de femmes. On n'est pas toutes comme ça, c'est pas le cas de toutes les femmes. Certaines en souffrent, d'autres non. Certaines en souffrent énormément, pour d'autres, c'est juste un petit pincement. Et il y a aussi une pluralité de talents, de potentiels, de personnalités. Et il nous faut mettre en lumière, en fait, les solutions qui peuvent convenir à toutes et permettre à toutes de s'épanouir. Donc oui, il y a la solution de se dédier exclusivement à ça, qui va en épanouir une certaine catégorie. Et il y a aussi d'autres solutions qui vont s'adresser aux autres femmes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le modèle qu'on veut promouvoir, c'est celui d'une femme qui travaille 60 heures par semaine et qui voit pas du tout ses enfants? Non. Donc pour en parler, on va revenir avec toi, Asma, sur justement ce rapport au travail. Maintenant qu'on a établi que dans la continuité des épisodes précédents, il y a pas de problème à ce que la femme soit impliquée dans la société et qu'elle ait un travail, en fait. C'est quoi ce rapport au travail? Et est-ce qu'en fait, il a évolué au fil du temps? De ce qu'on a discuté, j'ai l'impression qu'il a beaucoup évolué et qu'il nous faut prendre maintenant un peu de recul et avoir un regard critique sur ce qu'il est devenu. Pourquoi aujourd'hui, il est l'élément central de notre identité? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est
un peu ce que j'ai voulu creuser effectivement. Donc ce rapport au travail et plus spécifiquement l'évolution de la signification de ce travail entre les hommes et les femmes, ou parfois ce qu'on attend ou ce qu'on projette sur les hommes et les femmes. Cette évolution a été assez différente entre le monde qu'on dit occidental, donc c'est une grosse simplification, mais on va utiliser ce mot-là, et dans le monde arabe pré- et post-islamique. Donc comme on l'a vu dans les épisodes précédents et ce que tu mentionnais, c'est que c'est important en fait de savoir à quel moment en fait on parle et à quel moment les sources religieuses ont été interprétées dans un sens ou dans l'autre, parce que les savants qui ont fait ces interprétations ont été influencés en fait par la culture dans laquelle ils vivaient. Et au-delà de ça, cette évolution, elle explique en grande part, ou en tout cas en partie, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui pour équilibrer vie professionnelle, vie personnelle. Donc je suis partie du 5e siècle parce que c'est juste avant l'avènement de l'islam, jusqu'à nos jours. Et je vais commencer par le monde arabo-musulman. Donc avant l'arrivée de l'islam, la société arabe, elle était principalement tribale et elle repose sur des économies pastorales, agricoles, commerciales. Et les Arabes étaient souvent engagés dans l'élevage de chameaux, de moutons, de chèvres, ainsi que le commerce des caravanes. Dont on a tous entendu parler, qui arrivait jusqu'à la péninsule arabique, parfois de très très loin. Et le travail, il était souvent organisé autour de la tribu en fait et de la famille, qui était l'unité sociale et socio-économique en fait primaire, avec des rôles spécifiques pour les hommes, les femmes et les enfants. Ensuite, avec l'arrivée de l'islam et les valeurs islamiques, ça a influencé pas mal d'attitudes envers le travail. Il y a un accent très important dans de nombreux versets du Coran, dans la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait, sur l'équité et l'importance en fait de la justice et de la compassion dans toutes les activités économiques. Ces activités économiques, en fait, elles sont considérées comme un moyen et pas comme une fin. Le Coran, les hadiths soulignent en fait le travail comme quelque chose de digne et le considèrent en fait comme un moyen de subsistance et comme une source de bénédiction. Donc en fait le fait d'avoir un travail, de pouvoir subvenir à ses besoins, c'est considéré comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a travaillé et a participé à différentes formes de travail. On sait donc par exemple qu'il était employé par Saïda Khadija comme commerçant en fait pour gérer les caravanes qu'elle avait à sa charge. Et qu'avant ça, il était berger, c'est ça? Et qu'avant ça, il était berger, oui. Et ensuite, après, avec la hijra, etc., j'ai trouvé en tout cas moins de détails en fait sur exactement c'était quoi les activités professionnelles qu'il avait, mais on sait qu'il consacrait une partie de son temps au travail, d'après les hadiths de Saïda Aïcha par exemple. Et à cette époque-là, en fait, le travail représente une part de la vie des hommes et des femmes, mais c'est pas vu comme une identité en fait. C'est vraiment un moyen de subsistance. Ensuite, pendant l'âge d'or de l'islam, donc c'est à partir du milieu du 7e siècle jusqu'au 13e siècle environ, donc c'est là où le monde musulman s'étend, donc les grandes conquêtes, etc., à différents continents, donc se confrontant aussi à des cultures très différentes. Il y a énormément d'avancées en fait dans divers domaines qui ont influencé jusqu'à de nos jours en fait, comme les sciences, la médecine, la technologie. Et les femmes, encore une fois, bien qu'elles étaient souvent moins visibles que les hommes, notamment dans les archives historiques, elles se sont engagées dans des activités intellectuelles et certaines atteignant vraiment des niveaux élevés d'éducation et de reconnaissance par leurs pairs, comme on l'a vu. Par exemple, vous pouvez aussi vous intéresser à la biographie de Maryam al-Asraloubiya, donc pionnière de l'astrolabe, ou encore Fatima al-Fihri, qui est la fondatrice de la plus vieille université du monde, la célèbre université de Al-Qarawiyyin au Maroc, à Fès. Donc jusque-là, vous remarquez en fait que le travail des femmes est parfaitement normalisé et dans différents domaines. Mais au cours du temps, on voit en fait des changements importants qui ont lieu, qui modifient progressivement la participation des femmes et leur présence dans la sphère publique. Et il y a eu différents facteurs en fait qui ont amené à ce résultat. Le premier, et peut-être le plus important, c'est l'évolution de l'interprétation des textes religieux.
Donc ça a vraiment joué un rôle crucial en fait dans cette transformation. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait l'éducation des femmes, reconnaissait leur contribution intellectuelle de la même manière que celle des hommes, des interprétations religieuses beaucoup plus rigoristes ont émergé, et notamment à partir de la dynastie des Abbassides et post-Abbassides en fait. Ça a influencé en fait la perception des rôles de genre, donc que les femmes avaient des rôles qui étaient plus spécifiques du fait de leur nature de femme. Ça les a poussés de plus en plus en fait à des responsabilités qu'on appelle donc plus traditionnelles, centrées sur la famille et le foyer. De nombreux commentateurs en fait ont utilisé notamment la haie que tu citais pour empêcher par exemple les femmes d'accéder à l'éducation. Donc comme elles ne peuvent pas sortir en fait de chez elles, ne peuvent pas s'éduquer, et que de toute façon leur rôle primaire ou principal c'est le rôle domestique, n'ont pas forcément besoin de connaître les mathématiques ou l'astrologie. Et ça aussi, ça a été un grand frein en fait à la contribution des femmes dans ces domaines-là. Et c'est marrant, tu vois, ils font pas la connexion entre si on s'instruit pas, on peut pas éduquer nos enfants de la manière des manières, tu vois. Absolument. Et c'est vraiment, c'est en contradiction. Il y a beaucoup d'autres facteurs, donc sociaux, culturels, etc. Mais il y a vraiment un grand shift en fait entre la période donc de l'âge d'or que j'évoquais, où là il y avait des femmes qui étaient des fuqaha, des femmes qui étaient juges, etc. Donc ça s'est fait petit à petit, mais ça a fini en fait par arriver à ce résultat-là. Un autre facteur, l'évolution en fait des normes sociales, et notamment la conception de qu'est-ce que la vertu féminine. Petit à petit, on a plus mis l'accent sur des qualités associées, encore une fois, à la sphère domestique. La dévotion familiale, alors qu'encore une fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vertu, en fait, elle était liée aux actes de dévotion, qui pouvaient passer par d'autres rôles que ceux d'épouse et de mère. Donc, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souvent loué la générosité de Saïda Zaynab bin Jahsh, qui était une de ses épouses. Elle était très connue pour son art du travail du cuir. Et elle faisait, en fait, don de tous ses revenus aux pauvres. Donc elle ne gardait rien pour elle, donc elle travaillait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissait en fait son talent dans ce travail-là, l'encourageait à le faire. Notamment, il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses épouses que la première qui le rejoindrait au paradis est celle qui avait le bras le plus long. Et donc ses épouses ont commencé à comparer en fait la longueur de leurs bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que non, c'est pas ce qu'il voulait dire, mais que c'était une métaphore pour la générosité. Donc pour lui annoncer en fait que ça allait être la première à le rejoindre au paradis, il a utilisé en fait cet aspect-là en fait de sa personnalité, qui encore une fois était lié à un travail en fait. Donc du coup ça permet de mettre le curseur juste sur le fait que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en dehors de Sayyida Khadija, n'ont pas eu d'enfants. Donc ce genre d'interprétation des ayats, en fait, qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui n'a pas d'enfants, donc qui n'est pas occupée dans le foyer tous les jours à élever une mini-tribu, et si on ne lui donne pas la possibilité de travailler, de mettre son talent à rétribution, je sais pas du tout quelle autre option on lui donne. Donc effectivement, la majorité, certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu des enfants, mais non au-delà, mis à part Saïda Khadija, mais qui n'ont pas survécu en fait très longtemps. Donc, mais on y reviendra dans la partie un peu après. Donc voilà, ça c'est deux facteurs qui ont influencé en fait le changement de perception de la place des femmes dans les sociétés arabo-musulmanes, qui est devenu de plus en plus poussé en fait dans la sphère domestique. Maintenant, les changements qu'a connus le monde occidental sont un peu différents. Donc je vais me focaliser un petit peu sur les aspects qui ont impacté les rôles de genre. Et qui, en fait, à travers la mondialisation notamment, ont aussi influencé les sociétés musulmanes. Donc, à la fin, je saute une grosse partie, mais je me focalise vraiment sur les choses qui sont plus spécifiques du monde occidental. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, puis en France, au début du XIXe siècle, c'est là où l'activité économique a vraiment connu de gros changements. En quelques décennies seulement, on est passé d'une économie essentiellement agricole à une production de biens plutôt manufacturés à grande échelle. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle qu'on a tous étudiée. Et en fait, elle impacte beaucoup le rythme de travail. Donc autrefois, ce travail était plus souvent dicté par les saisons, les cycles agricoles, etc. Donc par exemple, les gens, ils avaient tendance à avoir des périodes d'activité très intenses et plus des périodes
lors des périodes de semis ou de récolte, et après des périodes plus calmes, notamment pendant les saisons mortes, pendant l'hiver, etc. Alors que avec l'avènement des usines, des mines, qui sont devenus les lieux de travail prédominants, en fait ce rythme de travail, il était maintenu pendant toute l'année en fait. La division du travail est devenue aussi beaucoup plus prononcée, avec un travail qui est souvent séparé par genre. Donc les femmes étaient plus généralement employées dans les filatures textiles, qui demandent plus de dextérité, des doigts plus fins, etc. Et c'est à cette époque que le capitalisme devient vraiment le modèle économique dominant, en se basant en fait sur les possibilités technologiques apportées par la révolution industrielle. Ensuite, pendant les 2 guerres mondiales... Du coup, ça me donne juste cette image que c'est en fait produire plus, toujours, constamment. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est possible. Et vraiment, c'est vraiment ça, en fait, alors que, c'est vraiment en contradiction aussi avec nos valeurs islamiques, parce que ça a pas vraiment de sens, en fait. Le travail devient une fin en soi. Le fait de produire devient une fin en soi, alors que, d'après les valeurs de la religion musulmane, c'est un moyen, en fait. C'est pas une fin. Oui, c'est de consommer, c'est juste ce qu'on a besoin. Alors que là, on est plus dans consommer, détruire pour générer le plus possible et tout. Mais bon, ouais, on va pas trop s'étendre. On pourrait faire tout un épisode sur voilà. Mais ensuite, donc il y a un autre grand événement qui est celui des 2 guerres mondiales, qui ont conduit à un changement temporaire des assignations de genre, avec les femmes qui intègrent massivement le milieu du travail, puisque les hommes sont à la guerre, qu'elles prennent en fait leur rôle, notamment dans les usines, etc., pour continuer à faire tourner le pays et l'économie. Une fois que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, on les a vus revenir à des rôles de genre plus traditionnels. Mais cette idée de la présence des femmes et cette expérience d'une présence massive des femmes sur le marché du travail a gagné beaucoup de terrain. Et en fait, représentait un gain financier intéressant, notamment pour le capitalisme. En fait, quand je dis le capitalisme, c'est pas une nébuleuse comme ça, c'est en fait c'est des personnes, en fait, c'est des chefs d'entreprise, etc., des chefs d'usine qui voient un profit en fait à avoir plus d'employés. Je suppose que c'est l'État aussi, parce que du coup, tu as toute une autre partie de la population qui maintenant va payer des impôts. Absolument. C'est oui, mal. c'est vraiment pas, c'est pas négligeable. Donc voilà, ça correspond plus à une logique en fait économique plutôt qu'à une logique de justice. Et c'est ce qu'on va voir. Donc en fait, cette logique productiviste du capitalisme, elle est basée en fait sur l'exploitation d'une force de travail. Alors on ne dit pas que le capitalisme est à jeter à la poubelle, mais en tout cas c'est important de comprendre les paradigmes sur lesquels ce capitalisme se base pour pouvoir ne pas tomber dans les extrêmes. Cette exploitation de la force de travail, elle mène à un creusement des inégalités, notamment salariales, d'opportunités professionnelles, de droit du travail entre les hommes et les femmes. Et il y a notamment eu le mouvement des droits civiques au cours du XXe siècle et le mouvement féministe qui ont milité avec succès en faveur de l'égalité des droits, l'égalité des salaires, qui est toujours pas accomplie. Par exemple, pour l'égalité des salaires, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a eu un petit peu plus ce mouvement, en fait, ce mouvement contre ces injustices-là pour essayer de les contrer. De manière parallèle, il y a aussi de nombreuses femmes, notamment, qui ont critiqué, en fait, dès le milieu du XXe siècle, l'appropriation des revendications féministes par le mouvement capitaliste et l'absence de réaction, voire, en fait, des fois, la collusion entre les mouvements féministes et l'agenda capitaliste. Il y a notamment la philosophe et chercheuse Nancy Fraser, qui est spécialiste des questions de justice et d'injustice, qui a écrit de nombreux articles qui soulignent ces contradictions. Donc je les ai mis en source, et il y a énormément en fait de penseuses du féminisme qui ont également écrit des critiques. Pour elle et pour de nombreuses féministes, le féminisme est incompatible avec la logique productiviste capitaliste. Et ces limites, en fait, on voit qu'elles apparaissent clairement lorsque les femmes demandent des adaptations dans le milieu du travail. Par exemple, le congé menstruel, le travail à mi-temps pour garder un équilibre entre leur travail et leur rôle de mère, des installations qui leur permettent d'allaiter ou de tirer leur lait sur leur lieu de travail, des modes de garde d'enfants facilités, etc. En fait,
on voit que ça, c'est souvent refusé. Donc, on veut bien prendre la partie du féminisme qui dit que, en fait, les femmes, elles ont tout autant le droit de travailler, d'être dans la sphère publique, etc. Mais à partir du moment où les femmes revendiquent des choses sur la même base, sur leur fait de nature de femme et sur leurs besoins spécifiques de femmes, en fait, c'est pas du tout accepté de la même manière parce que ça ne répond pas à une logique productiviste. En fait, toutes ces choses-là vont réduire leur temps de disponibilité de travail et donc leur productivité. Ça amène souvent à grande hypocrisie. Ouais, l'hypocrisie vraiment, voilà. Et c'est des choses, c'est des choses qui sont vraiment d'actualité, quoi. Encore aujourd'hui, on en est là, quoi. Ça, c'est souvent refusé, en fait, ou contourné. Ça peut donner lieu à des punitions professionnelles, l'absence de promotion, un rétrogradage, une carrière qui est arrêtée, en fait, le fameux plafond de verre. Et il y a aussi toute une critique, en fait, de comment la classe sociale aussi joue un rôle dans tout ça. Donc, la grande majorité des penseuses féministes sont issues de classes aisées, voire bourgeoises. Ça influence aussi, en fait, leur vision du féminisme. Et elles occultent souvent, en fait, que les femmes moins aisées n'ont pas accès aux mêmes ressources qu'elles. Avoir une babysitter, voire une gouvernante pour les plus aisés, des aides ménagères, etc. Et ça change complètement l'expérience de la maternité. Et par exemple, comment est-ce que ça peut se combiner avec une activité professionnelle ? Et on voit de nombreuses penseuses féministes, notamment celles qui ont théorisé le lean-in, donc le fait de se pencher vers, qui ont en fait encouragé les femmes à être aussi entreprenantes dans le milieu professionnel que les hommes, etc. Mais souvent en faisant abstraction en fait de leur nature de femme et de leurs besoins spécifiques. Donc en miroir, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'en fait, c'est les mêmes logiques délétères du productivisme-capitalisme qui biaisent la vision du sens de qawwam au sein du couple. Comme on l'a vu dans le premier épisode, les hommes ont le devoir de subvenir aux besoins de leur foyer. Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de manière très claire. Mais en fait, ça s'arrête pas seulement aux besoins matériels. C'est également assurer une sécurité physique, émotionnelle aux membres de leur famille, être partie prenante de l'éducation des enfants, avoir du temps pour leur famille élargie, etc. Mais malheureusement, il y a de nombreux hommes musulmans, de manière pratique, qui réduisent en fait leur contribution au foyer à leur salaire. Et souvent, c'est pas dans le but d'échapper au reste de leurs responsabilités, mais c'est plus dû au fait que le système capitaliste promeut de manière très positive ce rôle et dévalorise les rôles de soins, qui ne produisent pas de richesse matérielle, qui ne génèrent pas d'argent. Donc par exemple, après avoir eu un enfant, c'est pas rare qu'un homme soit promu, parce qu'il est devenu père en fait. Alors qu'une femme, parce qu'elle est devenue mère, va voir sa progression arrêtée. Un père de famille, en fait, il est vu comme un employé qui sera plus fidèle à son entreprise et souvent aussi plus docile, car il a plus de responsabilités qui font qu'il se risquera pas, par exemple, à perdre son emploi. Il apparaît donc comme un bon investissement pour son entreprise. Et c'est là où je trouve que c'est très pervers parce que en fait, c'est quelque chose qui est projeté de manière très positive sur les hommes, mais qui en réalité les utilise en fait d'une certaine manière. Et en revanche, dans la vision capitaliste genrée et étanche en fait de la répartition des rôles au sein de la famille, qui est quelque chose de très utile du coup pour le productivisme capitaliste, la femme, elle va être moins présente car c'est elle qui va devoir assurer la majorité du travail domestique, récupérer les enfants de l'école, s'absenter lorsqu'il y a un enfant qui est malade, systématiquement prendre des congés pendant les vacances scolaires, etc. Et c'est pour cette raison qu'elle est vue, encore une fois, au-delà de sa seule nature de femme, mais maintenant avec son rôle de mère, comme un moins bon investissement pour son entreprise. Tous ces facteurs contribuent à ce que le rapport au travail et le temps passé au travail aient un effet potentiellement plus néfaste sur notre bien-être et sur notre équilibre familial comparé à ce que nos ancêtres, des sociétés précédentes ont pu connaître. Il y a également le fait que dans nos sociétés, il y a une forte pression sociale autour de la réussite professionnelle. Donc le métier, la profession, c'est vraiment devenu une très grosse partie de l'identité même. Comme tu disais une fois, Selma, les gens maintenant se présentent en disant leur métier en fait, tout d'abord. Donc c'est quelque chose de socialement très très important.
Et le fait d'avoir un niveau de vie élevé, avec tous les aspects plutôt toxiques en fait liés aux réseaux sociaux, au fait d'être exposé à la réussite des autres au quotidien, etc. Ça peut vraiment inciter aussi les gens à consacrer plus de temps au travail pour atteindre ces idéaux, souvent au détriment en fait de leur bien-être personnel, de leur vie familiale, voire de ce qu'ils veulent réellement. Donc on voit en fait, il y a énormément de choses qui ont changé et qui expliquent un petit peu le nœud de contradiction dans lequel on se retrouve en tant que femme musulmane, en essayant de combiner nos différents rôles, nos différentes responsabilités. Mais en fait, on va le voir, cette vision de la vie, elle est pas celle qui est promue par l'islam. Et il y a de nombreux exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent qu'en fait, c'est important de garder un équilibre entre nos différents rôles dans la vie. Il y a plusieurs savants qui reprennent cette sage incitation, notamment Al-Ghazali, qui explique que les musulmans doivent répartir leur temps en 3 parts égales. Les actes spirituels pour entretenir leur foi, le temps consacré à leur famille et celui consacré au travail pour leur subsistance. Donc encore une fois, le travail étant vu comme un moyen. Enfin, pour revenir au mouvement féministe occidental, et encore une fois, quand on dit féminisme ou féminisme occidental, c'est pas quelque chose d'homogène en fait. Il y a plusieurs courants, de contre-courants, etc. dedans. Mais globalement, il a été à l'origine de nombreux changements positifs concernant les droits des femmes. Néanmoins, la majorité des courants féministes défendent quand même une vision de l'égalité homme-femme qui a mené à beaucoup de paradoxes assez problématiques et qui sont la source d'une grande confusion sur nos identités et nos rôles en tant que femmes. Et c'est un petit peu ce à quoi tu t'es intéressée, Selma. Exactement. Donc en fait, on est face à cette égalité homme-femme. Donc comme on expliquait, on intègre le travail avec l'attente de la société que voilà, on va être aussi performante que les hommes, aussi productive, etc. Alors qu'en fait, notre identité de femme, elle est différente de l'identité des hommes. Donc j'aimerais bien revenir sur cette perception et discuter un peu de ça. Est-ce qu'on devrait vraiment clamer l'égalité entre nous? Et comment se positionner vraiment par rapport à ça? Parce que le traitement des femmes dans la société, en fait, c'est le résultat des croyances qu'on a sur leur nature. Est-ce qu'une femme est un homme? Tu vois, c'est un peu ça, en gros. Et donc, c'est important de revenir sur ça. C'est des discussions qui sont assez trendy en ce moment. On en parle pas mal. Est-ce qu'on est égaux, pas égaux? C'est quoi une femme? C'est quoi un homme? Et c'est un peu au cœur du discours féministe, enfin en tout cas du courant majoritaire. Comme tu le disais, il y a plein de courants féministes différents. Et c'est ce postulat en fait qui a mené à plein d'injonctions qui pèsent sur les femmes aujourd'hui, de travailler à plein temps, de pas demander des congés parce que leur période est ultra douloureuse. Enfin, tu vois, tous ces trucs qui essayent de nous mouler dans le moule masculin qui n'est pas le nôtre, quoi. Donc bien qu'on soit féministe, on se considère pas des hommes et on considère pas que les femmes et les hommes sont égaux dans tous les sens du terme et qu'il n'y a pas de différence entre eux, qu'ils sont tous les deux sur la même ligne de départ dans la vie, parce que c'est tout simplement pas vrai en fait et c'est pas ce que dit l'islam. Je voudrais plutôt parler d'équité dans la manière de traiter les deux genres, c'est-à-dire comment équiper les deux genres selon leurs besoins respectifs pour les mettre sur une ligne de départ où ils ont les mêmes chances de réussir. Il y a un terrain où l'islam reconnaît l'égalité parfaite. Ça existe. Et c'est le terrain spirituel. Donc, le Coran et la Sira du prophète sallam affirment que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu, sur le plan de leur potentiel de développer une relation profonde avec lui et gagner sa satisfaction. Donc, le récit coranique du début de l'humanité, par exemple, ne blâme jamais la femme, contrairement à ce qu'on retrouve dans le récit chrétien qui parle de péché originel, par exemple, alors que les éléments de base de l'histoire dans le jardin d'Éden sont essentiellement les mêmes dans la Genèse chrétienne et dans le Coran. Mais non, il est nullement dit que Ève a tenté Adam et que c'est à cause d'elle qu'il a désobéi à Dieu, etc. En fait, en islam, Satan a trompé à la fois Adam et Ève pour qu'ils mangent le fruit. Ils sont ensuite tous les deux blâmés pour leur erreur. Et le Coran utilise spécifiquement la forme linguistique duale pour s'adresser à eux deux. Tous les deux sont pardonnés lorsqu'ils demandent la miséricorde de Dieu et les hommes et les femmes sont égaux en responsabilité spirituelle et en capacité de pécher ou non, en fait. Donc, dans l'élévation spirituelle, ils ont les mêmes chances auprès de Dieu. Ils peuvent atteindre les mêmes degrés de
de paradis, ils ont les mêmes récompenses, les mêmes possibilités de se rapprocher de lui. Après, ils ont pas les mêmes actions à travers lesquelles le faire, par exemple. C'est-à-dire que la femme, elle a certaines règles qui s'appliquent à elle, selon ses phases de vie, comment elle peut être récompensée de cette manière ou l'autre. Et c'est là qu'on retrouve aussi un peu ce principe d'équité. Mais en tout cas, sur la règle principale de est-ce qu'on est égaux devant Dieu, est-ce que Dieu nous voit au-delà de nos genres? Oui. En dehors donc de ce plan spirituel, les hommes et les femmes sont différents biologiquement et psychologiquement. C'est une réalité indéniable scientifiquement qui va au-delà des différences évidentes d'organes sexuels. Les différences biologiques englobent tout, des disparités de la taille, des changements de l'espérance de vie moyenne qui est plus longue chez les femmes, en passant par des risques de contracter certaines maladies, comme le risque d'Alzheimer, qui est plus élevé chez les femmes, alors que le risque de Parkinson est plus élevé chez les hommes. On a aussi une différence dans la prédominance de certains types de personnalités. Les femmes sont mieux que les hommes pour avoir des traits d'agréabilité. Donc, on parle de politesse, de compassion, d'empathie, etc. Alors que il y a des différences dans les processus socio-cognitifs. Les femmes surpassent généralement les hommes dans la reconnaissance des émotions, la prise de recul, d'autres composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc, dans leurs atouts psychologiques, leur manière d'approcher certains événements de la vie, de percevoir l'autre, il y a des différences qui sont du coup genrées par les scientifiques. Donc par conséquent, on n'aspire pas à l'égalité entre nous, mais plutôt à une équité, c'est-à-dire une reconnaissance de ces différences-là. Qu'est-ce que c'est exactement l'équité? En fait, l'égalité homme-femme, ça consiste à avoir un traitement égal en termes de droits, de responsabilités et d'opportunités sur tous les plans. L'équité, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt garantir l'égalité des chances aux deux genres, en prenant en compte leurs particularités respectives et les paramètres qui peuvent limiter l'accès aux mêmes opportunités de l'un ou de l'autre. Les femmes, elles sont grandement perdantes, en fait, à demander l'égalité dans la sphère maritale ou familiale. On ne veut pas être des hommes, ni être traités comme des hommes, parce que ce n'est profondément pas ce que nous sommes, et notre vécu, nos expériences de femmes sont différentes des leurs et nécessitent donc un traitement adapté à nos besoins de femmes. Par exemple, on peut parler juste de notre cycle menstruel, de tous les changements physiques et psychologiques qu'il implique chaque mois. C'est quand même énorme. La grossesse aussi, c'est tout un chamboulement, que ce soit des chamboulements physiques ou psychologiques. L'accouchement, tu sais que j'ai appris récemment qu'en fait, revenir à la normale au niveau de nos hormones après un accouchement, ça peut prendre jusqu'à 1 an, Parfois jusqu'à 2 ans. c'est quand même fou. Et après, du coup, ça dépend aussi de ton allaitement, parce que si tu allaites pendant 2 ans, tes hormones sont chamboulées pendant 2 ans, et ça a des implications assez importantes dans ce que tu ressens, dans ton corps, dans plein de choses en fait. Donc ces modifications que subit notre cerveau quand on devient maman, ou quand on passe à travers des phases comme la ménopause. En fait, il y a plein de choses qui impactent notre vie privée et publique en tant que femme. Mais attention, en fait, dire que les femmes et les hommes ne sont pas égaux en dehors du plan spirituel, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Par exemple, que celui qui est plus constant est mieux que celui qui est cyclique. C'est juste que les deux sont complémentaires dans leurs différences. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux pour enrichir la société d'une certaine manière, tout comme on a besoin des deux pour apporter certaines choses et d'autres dans un foyer sain. Dieu dit par exemple dans Surat An-Nisa, les femmes, c'est la Surah 4, verset 32, « Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient. » Donc, tu vois, tout ça, ça dit, en fait, on ne devrait pas s'envier les uns les autres, on n'est pas dans une compétition entre nous deux. Donc, après avoir dit ça, je voulais juste donner aussi un exemple que j'ai vu récemment quand tu disais par rapport à la cyclicité de notre physiologie en tant que femme. J'ai vu récemment en fait une grande sportive, une chercheuse en fait, elle était sportive et elle est devenue chercheuse du coup en physiologie du sport. Et en fait dans ses recherches, elle a montré que il y a de nombreuses sportives qui par exemple elles avaient leurs règles pendant les compétitions et que ça a impacté de manière négative leurs résultats.
Donc, par exemple, une nageuse chinoise qui était partie pour gagner et en fait, elle arrivait deuxième, je crois, ou quelque chose comme ça. Et quand elle a été interviewée du coup par les journalistes qui l'attendaient à la fin, elle a dit, bah en fait, j'ai eu mes règles hier. Et ça a mis un petit peu en lumière ça. Et en fait, elle, dans ses recherches, elle montre que le cycle menstruel, il peut, quand on le comprend, en fait, on peut l'utiliser pour, au contraire, augmenter les performances. En fait, il y a des moments du cycle où les femmes, elles sont plus performantes. Donc, en fait, en comprenant ça, en prenant ça en compte pendant l'entraînement, en fait, on peut mitiger les effets du cycle, par exemple, quand on a nos règles ou d'autres périodes du cycle où, en fait, on est moins performante, on est physiquement moins forte, plus fatiguée. Bah moi j'ai vu un truc un peu dans cette veine-là, mais plus par rapport au travail, à l'entrepreneuriat, au fait d'être salarié, etc. C'est que les périodes du cycle, justement, t'as des périodes où t'es beaucoup plus ouverte à l'extérieur, c'est-à-dire que t'es prône à faire des rencontres, à tisser des liens, à commencer des nouveaux projets, et t'as des périodes du cycle où t'es plus fermée. Donc, par exemple, dans ta période, quand t'as tes règles, des choses comme ça, bah, les femmes, elles vont être plus renfermées sur elles-mêmes, elles auront plus une envie de cocooning, pas de s'exposer à de nouvelles personnes, tu vois, donc ça se prêterait moins, par exemple, à aller à une conférence internationale, faire un gros speech. Et en fait, ils disent, une fois qu'on connaît tout ça, bah tu peux un peu crafter ton agenda autour de ça et dire, ah ok, bah j'aimerais bien faire la conférence à telle période de mon cycle, je vais être beaucoup mieux, tu vois. Et la coach qui parlait de ça, elle mettait carrément à disposition, tu vois, un double planeur où t'as et le calendrier normal et ton calendrier cyclique pour pouvoir t'organiser au mieux. Et effectivement, c'est super intéressant. Mais tu vois, si la société prenait ça en compte, eh ben, on aurait quelque chose de beaucoup plus inclusif plutôt que tout le monde soit moulé sur le fonctionnement linéaire du corps masculin. Enfin, voilà. Du coup, après avoir discuté de tout ça, est-ce que ça paraît pas logique, franchement, que deux personnes qui sont biologiquement et psychologiquement différentes aient des rôles et des responsabilités qui peuvent diverger et qui sont plus adaptés à leur nature, leurs points forts et ce qu'elles peuvent adapter? Voyons maintenant avec toi, Asma, comment tout ça, ça se retranscrit dans le cadre de la vie de famille, plus particulièrement quand il faut gérer un foyer avec des enfants, tout comme on l'a fait tout à l'heure pour la relation au travail. Est-ce que les attentes qui pèsent sur les femmes aujourd'hui sont celles qui pesaient sur nos ancêtres d'avant? Encore une fois, énormément de changements et sur la manière de gérer le foyer, sur les attentes en fait de la société aussi par rapport à qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que pardon, qu'est-ce que ça veut dire être mère, père de famille. Il y a plusieurs facteurs en fait qui expliquent ça. Donc il y a une grande disparité de la manière dont les femmes et les hommes élèvent leurs enfants. Moi, je me suis intéressée à cette évolution dans le monde arabo-musulman et après, encore une fois, dans le monde dit occidental. Donc dans les sociétés arabes pré-islamiques, les structures familiales, elles étaient plutôt tribales. L'éducation des enfants était souvent centrée sur les traditions tribales et familiales. Et un point important, c'est que ça implique de nombreux membres de la famille élargie, donc pas seulement le père et la mère. Une autre spécificité assez importante, c'est que les nouveau-nés étaient souvent envoyés en nourrice dans le désert, loin des grandes villes. C'était plus fréquent dans les familles aisées, mais c'était globalement assez répandu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été pris en charge par une nourrice, Halima Sa'diya des Banu Sa'd, lorsqu'il avait seulement 8 jours. Donc c'était culturellement ce qui était fait et ce qui était considéré comme étant le mieux pour les bébés. Il lui a été confié quand il avait 8 jours et il est revenu quand il avait 24 mois, donc 2 ans, auprès de sa mère Amina. Et ensuite, il y est retourné encore une fois jusqu'à ses 5 ans. Il y a toute une histoire très intéressante autour de du temps qu'il a passé en fait en nourrice, et notamment par exemple la famille de Halima était assez pauvre, et avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que bébé, en fait leurs chèvres se sont mises à produire beaucoup plus de lait, et en fait ils sont petit à petit devenus assez aisés. Donc il y a une grande bénédiction en fait autour de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même fait avec ses enfants et ses petits-enfants. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant la manière dont les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Saïda Khadija avaient été élevées. Mais on sait, par exemple, que le fils qu'il a eu avec Saïda Maria, qui s'appelait Ibrahim, est resté près de sa mère.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait le voir tous les jours pour passer du temps avec lui. Mais malheureusement, il est décédé au cours de sa première année de vie, des suites d'une maladie. Donc, on sait au moins que pendant cette première année de vie, où en général, les bébés étaient envoyés en nourrice, c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était également très présent dans la vie de ses petits-enfants. Il y a plusieurs hadiths qui montrent ça, notamment à propos de Al-Hassan et Al-Hussein, les fils de Fatima et de Ali, radiyallahu anhum, et il passait beaucoup de temps à jouer avec eux. Donc il y a vraiment beaucoup de hadiths qui évoquent le fait qu'il jouait avec eux, qu'il les emmenait partout avec lui, qu'il les emmenait à la mosquée, etc. Et il y a également un hadith sahih qui rapporte que pendant la prière, il portait souvent sa petite fille, ou même la fille de Zaynab. Également pendant la prière, il y a un autre hadith, également sahih, qui rapporte qu'il est resté une fois très très longtemps prosterné, au point que certains de ses compagnons avaient relevé la tête en pensant qu'ils avaient raté en fait le moment où le prophète avait fini sa prosternation, pour s'apercevoir qu'il était toujours prosterné. Et à la fin de la prière, ils lui ont demandé est-ce que tu as une révélation en fait au cours de la prière, et ce qui pourrait expliquer pourquoi il est resté si longtemps prosterné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: non, rien de tout cela ne s'est passé. Mon petit-fils avait grimpé sur mon dos pendant la prosternation et je n'ai pas voulu le presser, j'ai attendu qu'il ait fini. En fait, il a attendu qu'il ait fini de jouer. Donc c'est vraiment ces exemples-là qui montrent que non seulement la manière bienveillante, affectueuse et pleine d'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de traiter ses enfants et ses petits-enfants, mais également que l'ensemble de la famille élargie participait activement à la garde et à l'éducation des enfants. À cette époque-là, les familles élargies, en fait, elles vivaient à proximité les unes des autres, et les familles avec des jeunes enfants, vous savez, donc de facto de l'aide en fait à proximité. Et c'était pas du tout attendu des jeunes parents non plus de se débrouiller seuls. Donc il y a l'exemple de Fatima après son mariage, qui était venue voir Saïda Aïcha. Elle était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais n'était pas présent. Donc c'est un hadith de Saïda Aïcha qui rapporte que elle était venue se plaindre du fait que son travail était vraiment exténuant. Donc elle moudre avec un mil des céréales, et elle avait très mal aux mains en fait, elle était vraiment fatiguée. C'était à l'époque où elle n'avait pas encore d'enfant, et elle a demandé donc de l'aide, et à ce moment-là en fait il n'avait pas d'aide de disponible. Et le hadith rapporte que il lui a appris à elle et à Ali une invocation pour alléger leur fatigue, en contrepartie du fait qu'il ne pouvait pas leur apporter d'aide matérielle. Mais dès que ça a été possible, dès qu'il a pu leur donner de l'aide, et donc à cette époque, c'était en fait un servant qui pouvait donc les aider dans les tâches ménagères. Donc en fait, au cours du temps, on constate que les familles, elles sont devenues de plus en plus nucléaires. Et ça, que ce soit dans le monde arabo-musulman ou dans le monde occidental. Donc restreintes plutôt autour des parents et des enfants. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ce changement. D'abord, l'urbanisation qui favorise la construction d'unités d'habitat, de logements en fait, qui sont surtout des appartements, qui sont pas adaptés aux familles élargies. Ensuite, les politiques sociales ou même les politiques d'attribution de logements privés, elles ne favorisent pas l'attribution de logements proches à des membres d'une même famille. Ajouter à ça la mondialisation, le fait que les membres d'une même famille se retrouvent plus facilement un peu dispersés partout, comparé à avant où dans un même quartier en fait c'était la même famille qui habitait de génération en génération. Donc tout ça a commencé, encore une fois, si on revient aux éléments historiques qu'on a cités un peu avant, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'urbanisation, la mondialisation, etc. Et tous ces éléments-là font que pour les femmes, qui sont encore une fois celles qui socialement, socio-économiquement, culturellement, etc., sont celles qui sont de plus en plus poussées vers la sphère domestique, alors que les enfants, en fait, c'est les enfants de l'homme, et de la femme, en fait, au sein du couple, c'est les femmes qui finissent par assumer la grande majorité du travail domestique, et en plus de ça, elles sont coupées de leur famille élargie, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc au total, elle se retrouve avec plus de responsabilités, moins d'aide. Donc dans ce sens-là, oui, par rapport aux femmes d'antan, effectivement, on a moins d'aide. Il y a aussi un changement d'image de la femme idéale.
Donc, par exemple, les sitcoms des années 50, donc c'est des séries télévisées qui deviennent très populaires à ce moment-là, donc au moment où la télé se retrouve un petit peu dans tous les foyers. C'est des séries humoristiques sur la vie quotidienne. En fait, c'est une image de la féminité idéale. Qui est associée à la douceur, à la gentillesse de la femme au foyer, un peu la femme qui reste toute la journée à la maison, qui fait des gâteaux pour le goûter, etc. C'est un peu ça. Et c'est ça a été exporté en fait dans le monde entier par le biais non seulement de ces sitcoms, mais aussi du cinéma, pour qu'un peu tous les peuples et toutes les cultures puissent l'absorber. Et tout ça, en fait, ça a contribué à promouvoir aussi dans la société musulmane la distinction qu'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas à l'ancrer encore plus, parce qu'on a vu il y a eu des facteurs vraiment propres aux sociétés musulmanes qui ont aussi contribué à pousser les femmes dans la sphère domestique, mais ce qu'on vient d'évoquer s'y est ajouté en fait. Et la distinction qu'on connaît aujourd'hui, donc entre le travail des femmes qui égale travaux ménagers et le travail des hommes, le travail à l'extérieur de la maison. Encore une fois, en totale contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait, en fait, et l'exemple qu'il nous a donné. Il n'a jamais spécifiquement approuvé cette distinction. Et on sait, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même participait activement aux travaux domestiques, à ce qui était nécessaire à la tenue du foyer, en fait. Qu'on a évoqué l'éclatement de la famille élargie, l'enfermement dans une définition unique de la féminité, et tout ça a vraiment eu des conséquences assez tragiques en fait pour les femmes. Le groupe de femmes et d'hommes source d'entraide se sont dissous et la réussite en dehors de la famille a été définie comme plutôt individuelle, stratégique et intelligente, tandis que la réussite au sein des familles est décrite comme plutôt sacrificielle, désintéressée et irrationnelle. Donc c'est un peu ce qu'on attend des femmes, la dévotion absolue à leur foyer. La nostalgie de cette famille traditionnelle s'est peu à peu aussi développée, et la plupart des gens en fait ont oublié ce qu'elle était en réalité, c'est-à-dire dans sa version originale étendue. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'était devenu encore plus difficile de s'occuper du foyer en ayant toujours 24 heures dans la journée, c'est aussi parce que on a des familles réduites presque à peau de chagrin, en fait, des familles très très nucléaires. Et en fait, la manière dont on a essayé de revenir à cette famille traditionnelle, ça a été de se contenter de pousser les femmes à redevenir exclusivement des femmes au foyer, au lieu d'essayer de trouver plus d'aide ailleurs. Ouais. C'est triste, mais en fait, c'est juste parce qu'on a abordé le problème sans prendre en compte toute sa complexité. Et en fait, au-delà de l'aide que les femmes avaient à travers leur famille élargie pour élever les enfants, il faut savoir qu'il y a d'autres aspects de la vie de maman où elles se sont retrouvées seules et privées du soutien précieux qu'elles avaient avant et dont elles ont besoin. Je fais par exemple référence à la période de la grossesse, à l'accouchement, qui était à l'époque des affaires de femmes, et les femmes de la famille, les amis, les voisines, enfin les femmes s'impliquaient autour de la future maman pour l'accompagner au mieux, comme on voit un peu, tu vois, dans les films de l'époque où on ferme la porte, l'homme ne rentre pas, il y a plusieurs femmes pour l'aider à accoucher, etc., tu vois. Et aujourd'hui, sans parler d'un cercle de femmes aussi étendu, certaines femmes, elles n'ont même pas leur mère ou leur sœur qui sont présentes à leur côté pour vivre ces moments-là et trouver du soutien. Et ça change tout pour une femme, et ça crée un isolement problématique qui peut pousser à chercher une aide indispensable à l'extérieur, de façon rémunérée du coup. Vous me direz qu'aujourd'hui, au moins, les papas sont beaucoup plus impliqués sur ces aspects pour contrebalancer un peu cette perte, oui, c'est vrai, mais enfin, c'est loin de compenser complètement le soutien féminin dont on a besoin dans ces moments profondément féminins, en fait. C'est de ce constat que sont par exemple nés de nouveaux métiers qui montrent clairement ce changement sociétal, comme le métier de doula qui émerge en Occident à la fin du XXe siècle, et en France, sa définition, elle est apparue pour la première fois dans le dictionnaire en 2011. Une doula, c'est quoi? C'est une femme qui apporte un soutien, un accompagnement moral et pratique à une femme enceinte ou au couple pendant la grossesse, la naissance, et une fois que le nouveau-né est arrivé. Donc une doula, c'est pas, elle a pas de fonction médicale en fait. Elle est pas thérapeute, elle est pas sage-femme. Elle soutient le travail des sages-femmes. En fait, c'est un terme plutôt anglo-saxon, mais en France, on retrouve des variantes de ce type d'accompagnement comme accompagnante à la naissance, accompagnante en périnatalité, assistante périnatale
Et tout ça, ça rappelle quelque part, un peu tristement, le cercle de soutien de femmes qu'on avait avant et qu'on essaye de recréer à travers ces nouveaux métiers. C'est une bonne chose parce que du coup, au moins, on a des solutions, mais on doit payer pour les avoir et puis c'est peut-être pas le même soutien émotionnel que d'avoir, des membres de sa famille qui vous aiment, qui sont autour de vous. Bon, maintenant qu'on a vu, tous les changements, sociétaux qui ont augmenté la charge de travail domestique qui pèse sur les femmes et accru la difficulté donc de jongler entre ça, un travail à temps plein, dans notre société moderne, avec l'exigence de performer comme un homme, la question essentielle qui reste à se poser, c'est: que dit l'islam dans tout ça? Si, comme on l'a vu, il permet aux femmes de briller professionnellement dans la société, apporte-t-il des solutions à comment accomplir cette prouesse sans délaisser son foyer? Comment répartir la charge de travail domestique pour y arriver? Est-ce que même c'est quelque chose dont le mari devrait se soucier islamiquement? Tu vois, ça, c'est les questions qui m'ont bien trituré l'esprit. Et franchement, asseyez-vous confortablement. J'ai adoré creuser cet aspect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le respect et la reconnaissance des femmes à ses compagnons, et ce, même en dehors de la sphère familiale. Donc, au-delà du fait que le paradis est sous les pieds de la mère, toutes ces choses-là qui ont permis de valoriser la femme. On en a parlé tout à l'heure, dans les épisodes précédents, de ces modèles de femmes brillantes qui participaient à la société. On en a cité quelques-unes, Shefa notamment. Donc, on va pas revenir sur ça, mais les femmes, elles n'étaient pas limitées à leur rôle d'épouse, de mère, de fille dans la sphère privée. L'exercice de la fonction publique, de fonctions publiques importantes, peut également être considéré comme un moyen pour les femmes compétentes de réaliser leur potentiel et de profiter à la société, en fait. Un équilibre clair a été recherché en islam entre le rôle d'une femme dans les sphères publiques et dans la sphère privée, en délimitant ses droits et ses responsabilités de manière à ce qu'aucun aspect ne prenne un peu de l'importance sur l'autre, ou une importance en tout cas disproportionnée, qui serait au détriment d'un autre aspect de sa vie. Donc, tout en reconnaissant la contribution productive qu'une femme peut avoir dans la société, donc qu'elle peut apporter des talents que quelqu'un d'autre n'aurait pas forcément, l'islam ne suggère pas que le rôle d'une femme dans la sphère privée en tant que mère et épouse est inférieur ou supérieur à celui qu'elle joue dans la sphère publique. Au contraire, l'islam exalte en fait les vertus de tous ces rôles et appelle la société dans son ensemble à reconnaître la valeur de leur exercice et à honorer les femmes qui les assument. Donc à vraiment leur laisser de la place, valoriser leur rôle de mère, leur rôle d'épouse, leur rôle de actrice de la société, quel qu'il soit. Et en fait, c'est un peu cet équilibre, le Saint Graal dont on parle depuis le début de l'épisode, c'est ce que veut l'islam. Maintenant, est-ce qu'il nous guide spécifiquement sur comment l'atteindre? Donc, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une recette toute faite? Non. c'est ça. Donc, déjà, pouvoir affirmer qu'on peut être à la fois mère de foyer, avoir des enfants et avoir un rôle professionnel dans la société, qui soit rémunéré ou pas d'ailleurs, c'est déjà un point en soi, en fait. Au début de l'épisode, on a commencé par: est-ce que la femme peut sortir de chez elle? Et là, on en arrive à: ok, en fait, la femme, elle peut avoir toutes ses casquettes et c'est validé par le tampon islam. Et ça, c'est, pour moi, ça enlève un vrai poids sur ma conscience, dans mon cœur, de me dire: ok, en fait, cette voie-là, elle est légitime. Ouais. Je peux avoir ces aspirations-là, tu vois. Et d'autant Et plus, enfin, je trouve le point le plus important que tu cites là, c'est l'absence d'infériorité, supériorité en fait de ces rôles. C'est oui, pas c'est le ça. C'est quand prisme en fait à travers lequel on va évaluer, tu vois, ou donner une certaine valeur. Et je pense que tu vas y revenir un peu après, mais parce que c'est pas ça le but en soi en fait. Notre but c'est de oui, plaire à et Allah en fait, subhanahu wa ta'ala. on le prend plus comme Dieu te donne plusieurs ni'am, donc plusieurs cadeaux dans la vie, c'est-à-dire de te marier, d'avoir des enfants, si c'est le cas, de
et d'avoir un talent particulier, si c'est le cas, ou une fibre particulière, une sensibilité particulière, une manière de contribuer particulière. Et pour moi, de ce que j'ai lu et de ce que je comprends maintenant, c'est que ces trois pans-là sont une manière d'être responsable devant Dieu. C'est qu'est-ce que tu as fait du cadeau de t'être mariée, qu'est-ce que tu as fait du cadeau d'être maman, quel genre de maman tu as été, et qu'est-ce que tu as fait de ces talents que je t'ai donnés. De quel moment quelle manière tu as impacté la société, tu vois. Donc maintenant, est-ce que l'islam impose un équilibre particulier dans le couple lui-même pour permettre de jouer sur tous ces tableaux sans devenir folle et sans négliger personne, donc ni les enfants, ni le mari, ni soi-même, parce qu'on est importante aussi, eh ben, pas vraiment. Et c'est tant mieux, en fait. Alors qu'au début, j'étais plutôt dans le désespoir de « Oh là là, mais où est la réponse ?» Et en fait, il y a une réponse, mais c'est pas la réponse à laquelle on s'attend. Donc, Sheikh Yasser Qadhi des États-Unis explique, donc je vous ai mis le lien de sa conférence, que les rôles de genre, les attentes de la société de chaque genre, sont une réalité en fait. Un genre peut être plus équipé naturellement pour accomplir telle ou telle tâche dans un foyer. On parle pas de la lessive parce que certains l'ignorent encore, mais nous, on n'est pas nés avec un don pour rendre la vaisselle éclatante ou bien doser la bonne quantité de lessive. Enfin, c'est pas dans notre codage en fait. C'est des petites compétences qu'on apprend en fait de la même manière qu'un homme. Par contre, de façon générale, l'islam n'impose rien à ce niveau. Il n'y a pas de prescription obligatoire sur qui doit donner le bain à l'enfant le soir, qui doit cuisiner le dîner ou qui doit passer l'aspirateur. Ça veut dire que, de façon générale, un couple peut parfaitement convenir d'une organisation interne qui lui est propre, en fait. On peut décider, on peut s'entendre avec son mari, qui est fan de cuisine, ça peut exister, c'est pas le cas du mien, mais ça existe. Je crois qu'Asma, ton mari aime bien cuisiner, que lui soit en charge de préparer les repas de la famille. Tant que ce qui est convenu n'inclut rien de haram, que chacun accomplisse ses obligations fondamentales, par exemple que le mari remplisse son devoir de subvenir aux besoins du foyer, il est totalement admis islamiquement que le couple puisse avoir ce genre d'entente, d'organisation interne, et c'est même sain en fait qu'on ait ce genre d'ajustement l'un à l'autre pour assurer l'épanouissement de chacun dans les tâches et le fonctionnement harmonieux du foyer, sans que personne soit aigri de tout faire, rien faire, ou de faire un truc qu'il déteste, et qu'il y ait du ressentiment envers l'autre. Et en fait, je voulais rebondir sur ce que tu dis là, parce que cette organisation aussi, cette flexibilité, c'est vraiment une bénédiction, en fait, une rahma, parce que au sein d'un même couple, en fait, au cours du temps, cette organisation, elle peut changer. Elle peut même être à l'opposé de ce qui a fonctionné avant, d'un certain moment. Donc, c'est ouais, quand tu m'avais parlé de ça, je me suis dit ah oui, c'est pas la réponse que j'attendais, mais en fait c'est mieux. Oui, c'est ça. Et comme tu le dis, en fait, non seulement la solution qu'on peut avoir pour nous au début, elle peut changer dans le temps, mais c'est aussi pas la même d'un couple à l'autre. Et c'est tant mieux, parce que si on avait une seule solution, on peut pas tous aimer la même tâche ménagère. Toutes les femmes n'aiment pas forcément repasser. Il y a des hommes qui m'ont dit que pour eux c'était thérapeutique, donc ils n'avaient pas de problème avec ça. Tu vois, il y a quand même un spectrum de ce qu'on est capable ou pas de faire, de ce qu'on accepterait ou pas comme concession pour son partenaire, qui fait que en fait c'est une rahma effectivement d'avoir cette flexibilité. Donc l'islam est ouvert et flexible sur cette question pour permettre des changements selon l'endroit aussi et selon le temps, c'est-à-dire selon les cultures. Il y a des cultures où ça passerait pas du tout de demander quelque chose de particulier, un de ces éléments-là à son mari, mais autre chose, ça serait ok. Il y a des endroits dans le monde où il y a d'autres tâches qui se créent, par exemple de déblayer la neige 6 mois dans l'année, ce genre de choses. On sait par exemple que la sira du prophète sallam, que les femmes de Mecca et les femmes de Médina, par exemple, ne se comportaient pas de la même manière. Les femmes de Médine, elles s'exprimaient avec plus de confiance, elles répondaient, elles osaient exprimer leurs idées, alors que les femmes de Mecca, elles n'étaient pas pareilles. Et le prophète sallam n'a jamais pris parti en condamnant un groupe ou l'autre, une culture ou l'autre. Il a accepté les différences de culture. Donc même si on se réfère en fait au quotidien des femmes de Médine à l'époque comme boussole, et qu'on
parce qu'on fait souvent ça, de dire ok, mais il se passait quoi à l'époque du prophète sallam et comme si c'était la réponse pour aujourd'hui, mais c'est pas le cas parce que leur organisation interne du foyer était propre à leur époque, à ce qui était acceptable dans leur société, à leur caractère en fait dans le couple, etc. Donc il y a rien à, on peut essayer de le modeler comme un peu une recommandation. Mais c'est pas l'idée, c'est pas exactement l'idée à laquelle il faut sur laquelle il faut se caler, ce qu'il faut reproduire exactement à notre époque et dans notre société. Un dernier point qui me paraît important, bien qu'on ait déjà couvert beaucoup de choses, c'est une question très tendance en ce moment. On a établi que les femmes ne sont pas et ne devraient pas vouloir être traitées comme des hommes et que le couple a une grande flexibilité pour s'organiser de façon saine, qui convienne aux deux époux. Il y a tout de même une petite question qui reste, c'est est-ce qu'il y a une définition de la féminité dans le Coran? Est-ce qu'on se doit toutes être des fleurs douces et fragiles pour être féminines, etc. Et j'ai lu un article très intéressant de Dr Tamara Gray, une savante islamique de l'Institut américain Yaqin Institute, qui explique qu'une définition de la féminité selon le Coran inclut des mots tels que la confiance, le courage, l'engagement. Ces caractéristiques, elles sont démontrées par des femmes citées de nombreuses fois dans le Coran, comme la mère de Sayyida Maryam alayha salam lorsqu'elle a dédié son enfant à l'adoration de Dieu, la réponse de Maryam alayha salam à l'ange Gabriel lorsqu'il lui a annoncé sa grossesse, ce par quoi elle est passée, la réponse de Assia, la femme de Pharaon, qui a mené à l'adoption de Moussa, comment elle a tenu tête à Pharaon après, ce qu'elle a subi, etc. C'est des récits de femmes dans le Coran qui démontrent en fait, enfin pas une docilité, pas ce genre de caractéristiques qui sont plus dans la douceur et l'effacement, mais plutôt une bravoure et une foi déconnectée en fait du statut social, de la pression familiale, de la pression des pères, du regard des autres, etc. Et en fait, c'était des femmes qui œuvraient à améliorer la société et entretenaient une relation pieuse avec Dieu et son prophète de l'époque. Donc, sous ce prisme, le terme féminin, et qu'est-ce qui est féminin, ça commence à apparaître différemment. C'est plus fort, plus puissant, en fait, dans le lien avec Dieu. Et ça se détache un peu de ces injonctions de fragilité, de petites caractéristiques doux, sensibles, etc. Le Coran, c'est pas trop ça qu'il dépeint. Et j'ai trouvé ça particulièrement inspirant. Inspirant, ouais. Et puis surtout, ça déjoue totalement cette tendance à toujours en fait comparer les hommes et les femmes en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu tout ce qui est ce qui n'est pas masculin est forcément féminin. Donc comme si c'était forcément l'un par rapport à l'autre. Alors que là, en fait, on s'élève vraiment quoi. On prend un point de vue qui est différent et qui dépasse tout ça. Et ouais, c'est super inspirant en fait. En terminant sur ces caractéristiques, il y a un changement de perspective clé, un changement de mindset un peu, que je pense on devrait adopter. C'est de ne pas se considérer d'abord comme des femmes, mais plutôt comme d'abord des servantes de Al-Azim, le plus éminent, les servantes de Dieu, les héritières du message du prophète sallam, avec le devoir de le faire rayonner à notre époque et là où nous sommes. Et ça prime au-delà de nos genres en fait. C'est un peu la mission pour laquelle on est sur Terre. Et du coup, de ne pas se demander quel est mon rôle de femme dans la société, mais plutôt qu'est-ce que je peux apporter moi à la société dans laquelle Dieu m'a placée. Et y répondre avec le plus de courage et d'engagement et toutes ces caractéristiques qu'on a vues dans le Coran qui nous inspirent dans notre foi et qu'on tire de l'histoire aussi. Donc c'est vraiment, non seulement c'est hyper inspirant, mais je trouve très apaisant en fait, parce que ça déjoue un petit peu toutes ces injonctions là, tout en nous poussant en fait à s'élever contre les injustices, par exemple les injustices qui nous sont faites en tant que femmes parce qu'on est femme, et c'est pas contradictoire en fait. Non, mais j'aime bien que tu prennes ce mot apaisant. J'y avais pas pensé, mais en fait, c'est vrai. C'est comme si, à cause de tous ces débats et de toute cette discussion autour des genres, de la compétition dans laquelle on nous a mises, etc., avec les hommes, t'es un peu dans
dans le combat tout le temps, quoi. Genre: «Ah mais je dois être mieux, mais je dois faire moi aussi, mais je dois moi aussi travailler, mais et mes enfants et nanani» et un peu tu es dans le djihad perpétuel d'être sur tous les fronts et c'est fatigant. Alors que là, quand on vient et qu'on te dit: «En fait, tu es pas censé être dans la course. En fait, tu as ta propre course à toi de femme, de un tel, qui a telle caractéristique et telle compétence et go et en fait, ton seul but, c'est de te rapprocher de Dieu et il y a que lui qui regarde». En résumant les différentes parties brièvement, juste pour que vous ayez, un peu les éléments clés à retenir en repartant, d'ici. On a commencé par discuter de cette idée super répandue que les femmes sont mieux chez elles et déconstruire un peu, d'où ça vient et l'interprétation qui en a été faite et qui n'est, pas toujours en fait la bonne traduction de la aya en question. L'islam n'encourage pas les femmes à rester chez elles, il encourage les femmes à s'éduquer, à chercher le savoir religieux et non religieux, à participer à leur société activement. Et ça, on le voit dans l'exemple de la société du prophète sallam, des sahabiyettes qui l'entouraient et la manière dont lui, il répondait à leur engagement, au fait qu'elles participaient dans la société et la manière dont les sahaba après lui ont honoré cet engagement et la place qui était faite aux femmes en les nommant à des postes de responsabilité notamment, etc. Ensuite, on a voulu revenir un peu, avoir un regard critique sur notre rapport au travail aujourd'hui et comment il a évolué dans le temps. Et en fait, le rapport maintenant, il est très fusionnel. En fait, notre identité, elle a fusionné avec ce qu'on fait tous les jours. Et c'était pas toujours comme ça. Avant, c'était plus un rapport de subsistance. C'était le travail, c'était une source de bénédiction pour pouvoir nourrir son foyer, etc. Et, et l'expansion du capitalisme en a fait un peu quelque chose de tentaculaire maintenant qui prend tout l'espace. La structure familiale, c'est un peu une grande victime de tout ça parce que le travail a pris le dessus, le temps qu'on alloue à la famille est un peu passé en deuxième place. Et en fait, le modèle qu'on a maintenant, ça repose vraiment sur une grande disponibilité, sur travailler un nombre très élevé d'heures, etc. Et après, il y a un peu toute l'évolution de comment les femmes ont progressivement accédé au travail et tout ce qui s'est développé autour de ça, de l'image de la femme au travail, de la femme ménagère, etc. Donc, on a voulu de là, revenir un peu sur cette idée, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux? Pour savoir, est-ce ils sont censés faire la même chose, travailler de la même intensité, être présents de la même manière au foyer, etc. Et en fait, ce qu'on expliquait, c'est que justement, l'égalité n'est pas totale, c'est-à-dire qu'on est principalement égaux spirituellement, mais on a des besoins différents, on est différents physiologiquement, psychologiquement, et nos besoins spécifiques de femmes ne sont pas toujours reconnus et sont toujours vus ou traités comme des faiblesses à cacher, alors qu'en vérité, c'est plutôt qu'on devrait voir la société comme une société composée de deux êtres différents et qui apportent des choses différentes, qui enrichissent la société différemment. Donc l'idée, c'est de leur garantir une égalité d'opportunités et de pouvoir réellement s'épanouir tous les deux dans leur sphère personnelle, familiale, professionnelle, en reconnaissant ce qui fait un homme et ce qui fait une femme. Et nous, particulièrement, on a des besoins autour de notre physiologie qui sont différents, autour de notre période, autour de l'accouchement, autour de toutes ces choses-là. Et ça devrait être pris en compte, en fait. On ne devrait pas devoir rentrer dans un moule masculin pour faire partie de la société. Et ensuite, du coup, on a discuté de l'évolution de cette vie de famille, justement. Donc, si on devrait participer à la société, que le rapport au travail est devenu un peu toxique au fil du temps et maintenant, et qu'on a invisibilisé nos spécificités de femmes, c'est quoi l'impact sur la vie de famille? Comment notre famille, elle a évolué? Et là, justement, on a un peu déconstruit toute cette idée qu'en fait, la femme, c'est juste moins impliquée dans sa famille au fil du temps et que maintenant, c'est un fiasco. En fait, non. Parce que tout repose aujourd'hui sur les épaules de la femme, mais c'était pas comme ça avant. Donc il y a une grande évolution dans le sens d'un rétrécissement de la cellule familiale en fait. Donc avant c'était des familles beaucoup plus élargies et maintenant c'est des familles nucléaires où beaucoup de choses en tout cas reposent sur les épaules de la femme et ça a tendance à justement augmenter la fameuse charge mentale, être énorme en fait à gérer pour elle toute seule. Et donc ça l'a privée
d'une chaîne de transmission générationnelle qu'elle avait avant, avec les mamans, les tantes, les grands-mères, etc. Et d'une aide pratique précieuse, en fait, parce que avoir tout ce tissu familial, ça veut dire que d'autres gens étaient autour des enfants, d'autres gens pouvaient jouer avec eux, d'autres gens pouvaient cuisiner, ranger, pendant qu'on faisait ceci ou cela, et maintenant, c'est plus possible. Et ça a rendu le rôle de femme et de mère surtout plus pesant, plus difficile en fait au quotidien. Et on a notamment discuté du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait aussi de sa famille, qu'il était présent dans son foyer. Et c'est un exemple qui vaut pour tous les hommes. Ça veut dire que leur rôle, c'est pas juste de s'occuper de l'extérieur et d'apporter la subsistance du foyer, c'est aussi d'être présent en tant que figure paternelle. Parce que ça aussi, c'est important et ça aussi, ça influence l'éducation des enfants et leur développement en tant qu'enfant, tout simplement. Et c'est un soutien précieux pour la maman, que ce soit émotionnel, dans l'éducation, de pas être seule à faire tout ça. Et enfin, on a discuté de savoir est-ce que l'islam, le Coran, les hadiths vont dans le détail de justement nous dire ok, comment on devrait faire fonctionner cette cellule familiale aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des rôles attitrés? Elle fait la vaisselle, lui, il s'occupe juste de travailler à l'extérieur, ou alors lui, il peut tondre la pelouse et travailler à l'extérieur, et tout le reste, c'est elle. Est-ce que l'islam dit des choses aussi précises? Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que pas du tout. Là où tout le monde s'imagine que la femme, comme il y a effectivement un hadith qui dit qu'elle est un peu la chef d'orchestre un peu du foyer et dit ce qui se passe autour des enfants, et que l'homme, c'est lui le responsable du foyer dans sa globalité, ça veut dire que voilà, elle s'occupe de toutes les tâches ménagères, alors que non, en fait, l'islam ne régule pas le petit détail de la répartition des rôles dans le foyer. Il y a rien qui est figé là-dedans, et la diversité des couples, en fait, ça implique une diversité de solutions et d'alternatives selon les binômes. Si moi j'aime faire ci, que lui il aime faire ça, on peut s'entraider de telle et telle manière. Donc en fait, ne pas avoir cette concurrence entre hommes et femmes et avoir cette ouverture de se dire ok, qu'est-ce qui fonctionne pour mon couple, pour mon conjoint, ma conjointe, comment on peut s'entraider, quelles tâches moi je peux prendre en charge, etc. Et ben ça fait qu'on a un foyer plus équilibré qui fonctionne, où la femme elle peut avoir un peu de temps pour s'épanouir pour elle aussi faire certaines tâches, mais dans la mesure du raisonnable. Et cette idée que l'homme aussi contribue. Parce qu'en fait, le fait d'être un peu chef d'orchestre du foyer, ça veut pas dire que en tant que femme, on fait toutes les tâches qui sont impliquées dans le foyer. Non, ça veut dire que on sait ce qu'il y a à faire, on supervise ce qui manque, ce qui est nécessaire, etc. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas distribuer des tâches, qu'on peut pas impliquer les autres membres de la famille, qu'on peut pas dire j'ai besoin que tu m'aides cette semaine pour faire ça, 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 que tu ailles acheter ça, ça, ça. On peut être chef d'orchestre, mener les choses et pas être aux commandes. D'ailleurs, c'est ça un bon leader. Un bon leader, c'est un leader qui a une team et qui sait utiliser l'un et l'autre et les autres pour servir la vision globale, faire tourner le foyer, sans être lui complètement surmené à tout faire lui-même et pas savoir déléguer. Et ensuite, le fait que l'homme soit lui responsable du foyer dans sa globalité, c'est comme on le disait dans l'épisode 1 sur le fait d'être qawwam, c'est-à-dire que il est censé savoir aussi ce qui se passe dans son foyer, est-ce que tout le monde va bien, est-ce que sa femme est surmenée, il doit mettre la main à la pâte du coup pour aider, est-ce que tout le monde, ses enfants vont bien, passer du temps avec eux, s'assurer du bien-être de tout le monde, tout ça, ça demande un minimum de présence et d'implication. Et voilà, du coup, c'était un épisode vraiment dense, mais avec beaucoup de choses à réfléchir et en fait à prendre du recul et se dire ok, c'est quoi mon rapport au foyer aujourd'hui, c'est quoi mon rapport à mon travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui empiète sur une partie ou l'autre, sur ma spiritualité, c'est quoi le temps que j'alloue à ma connexion avec Dieu, tout ça c'est important. Et du coup, l'idéal c'est de trouver un équilibre pour qu'on puisse se sentir épanoui spirituellement et dans son couple et dans sa famille plus large, en incluant les enfants, et en tant que femme dans notre rôle dans la société. Donc, c'est un ajustement qui peut prendre du temps, de la réflexion, mais c'est l'idéal pour continuer sur le long terme avec un épanouissement durable, inchallah, et une vraie progression. Donc voilà, ça veut pas dire que ce que font les autres autour de nous, c'est la solution. Au contraire, ça veut dire que
toute cette réflexion-là, en fait, ça peut mener à avoir une organisation qui nous est propre, de se dire, OK, moi, pour fonctionner, pour être une bonne maman, pour être présente d'une manière qui me convient auprès de mes enfants, j'ai besoin de, par exemple, travailler à mi-temps. J'ai besoin d'avoir une journée dans la semaine où je ne touche à aucun mail, où je suis totalement disponible à la maison. Ça peut être, je sais pas, le dimanche matin, moi, j'ai besoin que ce soit du temps que pour moi. J'ai besoin que de 9h à 11h, je suis dans une bulle de spiritualité, personne me dérange. Et du coup, le foyer s'organise un peu autour de ce que ce chef d'orchestre, maman, a décidé qui pouvait fonctionner pour la maison en prenant en compte les besoins des uns et des autres, etc. Donc c'est aussi à nous en fait, en tant que femmes, de réclamer cet espace-là et ce pouvoir-là, de dire OK, j'ai besoin de ça, 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 et voilà comment on peut restructurer le foyer, voilà comment on peut s'organiser, de discuter avec son partenaire, avec son conjoint, de trouver ce terrain d'entente, de ce que lui peut faire. En fait, au final, c'est une réflexion, c'est une participation de tous, mais quand elle n'existe pas déjà, c'est aussi notre responsabilité de la demander, et des fois, il suffit juste de faire ça pour que les autres soient volontaires et que tout le monde contribue et qu'on retrouve tout de suite un équilibre où on peut reprendre son souffle et trouver de la joie au quotidien, Inch'Allah. Merci Selma pour ce récap de cet épisode qui était quand même assez dense. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté des réponses. En tout cas, Selma et moi, on a beaucoup aimé le préparer, on a beaucoup appris. Et comme je disais, en tout cas, pour moi, ça m'a apporté des réponses et apaisé à différents niveaux. N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Nous laisser plein de commentaires et vous pouvez également interagir avec nous à travers nos réseaux sociaux, notamment Instagram. On est toujours ravis de recevoir vos commentaires et de prolonger la discussion à travers les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain épisode qui sera sur l'art en islam. Un sujet qui promet d'être super intéressant. J'ai personnellement déjà entendu beaucoup de fois que les femmes ne pouvaient pas chanter, que il y avait des formes de dessin qui étaient interdites, notamment qu'on pouvait pas dessiner, par exemple, les êtres vivants, des choses comme ça. Et de l'autre côté, j'ai trouvé des livres islamiques, par exemple, pour enfants, où il y a des personnages totalement dessinés et tout. Donc, au final, on connaît pas trop les règles autour de ça, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui l'est pas, d'où viennent ces prescriptions, lesquelles sont vraies, lesquelles sont discutées. Et en fait, ça en fait quelque chose de très intéressant, surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la fibre artistique et qui ont dû faire le choix, par exemple, de ne pas étudier ça, ne pas développer leur art, ne pas jouer d'un instrument particulier, renoncer au chant, par exemple. Et parfois, ça peut être un peu source de souffrance. Parfois, c'est tellement flou, c'est tellement difficile de décortiquer tout ça qu'on préfère juste tout arrêter. Alors qu'au final, Asma, notamment, tu me montrais cette femme qui est musulmane, voilée, qui fait de l'opéra. Beaucoup de groupes de femmes qui font du nashid. Et du coup, on a un peu cette curiosité de creuser ce sujet. Donc, si vous avez la fibre artistique ou ce sujet vous a intéressé, que vous avez vos propres questionnements, que vous avez délaissé certaines formes d'art qui vous tenaient à cœur en pensant que c'était pas possible, ou que vous avez encore des petites interrogations sur le sujet de temps en temps, ou au contraire que vous avez découvert des choses qui vous ont bluffé, épaté sur l'art en islam, sur comment il a évolué dans l'histoire, sur les grandes poétesses islamiques par exemple, et que vous avez envie de partager un peu ce ressenti, ce vécu, vos idées avec nous, n'hésitez pas, laissez-nous votre témoignage, ça serait vraiment génial d'avoir un peu vos feedbacks à vous, de savoir un peu par quoi vous êtes passé là-dessus, et qu'on puisse aborder tout ça ensemble au prochain épisode, Inch'Allah. Et on vous dit à bientôt, Inch'Allah. Fi amanillah. Que Dieu vous protège.